du tragique dans le roman. L'horrible n'est point le tragique. Toutefois, dans le roman, ce n'est point par l'excès de l'horreur que l'on manque le tragique, car les descriptions sont bien loin d'approcher de la chose. Et quand elles arriveraient à nous faire trembler, peut-être par l'évocation de quelques souvenirs, il est clair que ce sentiment violent ramènerait la pensée au malheur réel, bien loin de nous attacher à la contemplation de l'œuvre. L'effet certain des moyens de terreur et de pitié, quand on les emploie sans précaution, et le désarroi et la déroute des pensées, enfin une méditation sans recul, comme dans les rêves, de quoi les hommes se préservent par tous les moyens, comme on sait. La même pudeur qui retient l'acteur, le chanteur, le danseur, l'orateur se retrouve donc naturellement dans l'œuvre écrite. De là cette manière sobre de raconter, remarquable dans les œuvres les plus émouvantes, et qui au reste ne fait qu'appliquer dans les cas difficiles la règle souveraine de la prose, qui est d'agir par le jugement et non par les mots. Disons donc que le tragique est toujours dans l'attente, et non dans la catastrophe. Ce principe domine le roman aussi bien que le théâtre. L'irréparable et la marche du temps se font sentir ici comme là, mais le théâtre tragique, par son développement même sous la loi du temps et par le rythme tragique qui y soumet encore mieux le spectateur, comme le personnage, rend la fatalité sensible, ce que le roman, bien plus libre dans son allure, dans ses préparations, dans ses retours, ne peut pas faire. Seulement le roman a d'autres ressources, comme il peut reprendre à tout instant la chaîne des causes, et comme son œuvre propre est expliquée, on pourrait dire que la liaison des causes aux effets, proposée à la réflexion, rappelée à propos et ramassée aux approches du malheur, arrive aussi à nous prendre dans le récit et à nous emporter. Aussi le roman ne fait point violence comme fait le théâtre. Il laisse notre jugement plus libre. Il dépend de nous de consentir ou bien de fermer le livre et d'échapper au destin, en quelque sorte en imaginant d'autres chaînes de causes. Cette disposition du lecteur correspond à ce genre de drame où la nécessité extérieure offre mille prises et échappées, et où les passions font le destin par décision et audace plutôt que par imprudence ou ignorance. C'est pourquoi les mêmes caractères, ni les mêmes catastrophes, ne conviennent au roman et au théâtre. Le héros de roman n'accuse pas les dieux, il a choisi son destin, et l'amour romanesque est ce genre d'amour qui est choisi, d'où vient que, dans les meilleurs romans, la fatalité n'a de puissance que par le consentement des victimes. Le roman serait donc le poème du libre arbitre, et il serait vrai de dire que le roman nous représente plutôt nos fautes de jugement que nos vices. Le héros du roman est prudent, réservé, clairvoyant, il avance par décision et permission à soi, sans contrainte extérieure. Il a le sentiment de sa propre puissance, toujours par quoi justement il se perd, par cette pensée solitaire, par cette action solitaire, par l'ambition enfin, et par la générosité. Ces traits achèvent de définir le romanesque, mais remarquons ici que la manière même de l'artiste les détermine déjà. Le héros de roman, même dans ses folies est circonspect, prudent et méditant comme la prose même. Un système des beaux-arts doit se priver d'analyser des exemples, sous peine de dépasser la longueur convenable. Mais pour donner courage au lecteur, disons seulement que le crime de Julien Sorel, qui achève ses malheurs, est de volonté, et même contre ses sentiments les plus profonds. Aussi j'ai vu que beaucoup, par habitude du théâtre, le comprennent mal, et se demandent qui l'y forçait. Mais relisez l'œuvre, les grands acteurs disent tout ce qu'il faut, il est vrai qu'ils ne le disent pas deux fois. Comment les forces extérieures reprennent l'audacieux comme sa volonté devient destin pour d'autres plus faibles ou plus attachés à la coutume, et comment par là toutes les puissances humaines mécaniques saisissent et déchirent le romanesque de leurs crochets. Voilà ce que le roman dépeint sous mille formes. À quoi le héros répond toujours par mépris et refus, refus de respecter, refus de s'humilier, refus du bonheur plat. Le roman vit donc par l'opposition des sentiments généreux et des autres, et le lecteur y trouve occasion de suivre en action ses propres mouvements de révolte et d'oublier une mécanique civilisation comme parle Montaigne, où le bonheur se paie toujours par l'abandon de la liberté. C'est pourquoi l'art du romancier ne peut se mouvoir dans les sentiments seulement, ni dans les idées seulement, mais suppose un décor de choses solides, et un peuple d'hommes et de femmes, et l'analyse des forces extérieures. L'armature porte les sentiments. Et en échange, les sentiments éclairent ce triste monde comme le couchant embellit toute chose.
Ce qui n'a point lieu dans la vie comme elle est, où même les plus grands desseins sont petits par le succès et sans liberté, où le succès découronne l'ambition, où l'amour est dupe du désir toujours. D'où vient que les romans n'attristent point, quoiqu'ils finissent mal. Ce sont des malheurs voulus, aimés et choisis, quoique le mécanisme les reprenne à la fin, comme on voit assez dans la mort d'Anna Karénine. Ainsi le héros marche à la mort, comme dans l'épique, mais sans ce mouvement commun, sans ces dieux qui le figurent. Au contraire, le mouvement de la prose fait apparaître à chaque moment une paix de compromis et le refus orgueilleux. Ainsi le sentiment de la liberté soutient tous les autres et les grandit. Et c'est par ce beau mouvement que la nature apparaît grande et belle, d'abord parce qu'elle est étrangère au jeu de la coutume, du pouvoir et de l'esclavage, aussi parce que la puissance aveugle, contemplée en solitude, fait mieux goûter le pouvoir de dire non. Des lieux communs. Une belle prose consiste dans des idées communes exprimées par des mots communs. Nous disons encore une fois d'où vient ici la force. Elle vient de ce que le jugement du lecteur, étant entièrement maître de tous ces mots familiers, n'ayant point non plus à changer leur sens usuel d'après les mots voisins qui les modifient, et les trouvant enfin à l'état d'éléments et délivré de tout lien de coutume, ne peut se détourner de former l'idée, d'où ensuite chacun des mots reçoit une lumière égale et étrangère. Un puissant écrivain se mesure à ceci que dans sa manière d'écrire il n'y a point d'apparence. J'entends qu'il faut le comprendre parfaitement ou ne rien comprendre du tout. La mauvaise prose, au contraire, est pleine d'apparence. On dirait presque d'apparition ou de vision, chaque mot brillant et dansant pour son compte, ou bien formant des jeux et des rondes avec ses voisins, ce qui, dans le récit, rompt le mouvement, et dans l'analyse fait que l'on rêve au lieu de juger. En cet état de demi-sommeil, on reconnaît par les effets la faiblesse de l'imagination libre, et le lecteur le moins cultivé regrette alors et cherche malgré lui quelques mouvements d'éloquence, ou quelques rythmes de poésie qui l'entraînent, car il s'arrête partout, comme au musée, et encore les objets manquent, car toutes ces visions du coin de l'œil s'évanouissent au regard direct. Telle est la misère du style orné. Il faut appeler les lieux communs toutes ces apparences, oui, même rares, même contre l'usage et contre l'attente, car ce qui définit le lieu commun, ce n'est point l'idée commune, mais la coutume et le jeu mécanique de l'imagination remplaçant l'idée. Aussi voit-on que l'idée la plus connue est sauvée, comme on dit, par l'expression « oui, pourvu qu'on forme l'idée ». Mais au contraire, si deux mots se joignent par la coutume et font jugement, si l'on ose dire, par mécanisme, ou si un mot devient centre, même par l'étonnement, comme ces noms de pierres précieuses qu'on n'a point vus, aussitôt le lecteur improvise selon son humeur, ce qui toujours commence bien, mais tout de suite nous laisse pauvres et seuls, comme dans les contes de fées et enchantements. Ainsi le lecteur se hâte, car il connaît ces brillantes promesses. Les fausses richesses font quelquefois effet, par souvenir, au lieu qu'une belle œuvre, étonne quand on y revient. Et les vraies beautés s'offrent à la lecture, comme des objets que l'imagination ne remplace point. Le lieu commun est donc pauvre essentiellement et surtout quand il étonne. Au contraire, une belle page est toujours neuve. Le nez de Cléopâtre, cela est dans la mémoire, et nouveau à chaque fois, mais aussi les mots y sont ordinaires, et sans aucune apparence. Ces remarques, et surtout la lecture des bons auteurs et l'expérience de cette force émouvante à laquelle ils parviennent, avec les seules ressources du langage le plus commun, sont pour mettre en garde contre les mots rares et qui par eux-mêmes semblent décrire. Et les mots de l'argot, à ce point de vue, doivent être considérés comme étrangers à tout langage humain. Ce n'est pas qu'ils ne puissent plaire au premier moment et dans le langage parlé, mais premièrement la loi de ces inventions faciles est que le mot décrit par l'image immédiate et ainsi ne se prête nullement à l'analyse par liaison avec d'autres. Et deuxièmement, ce genre de mot par cette raison est naturellement lieu commun, comme on voit. Par exemple, que le même juron exprime tous les mouvements de colère et même toutes les émotions. C'est ce qui fait que la vivacité des images, qui est ce que l'on voudrait admirer dans ce langage, est justement ce qui importe le moins à ceux qui en usent d'ordinaire. Et il est vrai qu'il en reste en beaucoup de mots quelque chose de leur enfance. Et il est très vrai qu'il reste en beaucoup de mots quelque chose de leur enfance, souvent sensible même dans le son, et qui apparaît surtout aux chercheurs d'étymologie. Cette partie de leur sens est bien peu de choses en comparaison de ce qu'ils doivent.
aux fortes relations dans lesquelles ils sont entrés par le jugement des penseurs. Il est vrai que tous ces mouvements qu'ils portent avec eux peuvent s'accorder mal avec les images soutenues. Et ce malheur ne peut manquer d'arriver à ceux qui cherchent leur pensée dans les mots d'abord. Au lieu qu'un ferme jugement ait pris d'abord des objets et discipline d'avance les formes, et faisant place nette de tous les mots qui ne conviennent qu'à demi, laisse paraître enfin les mots nécessaires. Il me semble que ce qu'on peut appeler l'inspiration n'est pas du tout un choix entre plusieurs manières de dire, ou un essai des lieux communs, mais plutôt une méditation sans parole, qui prend forme par l'idée, sans aucune difficulté d'expression, car les mots usuels ne manquent jamais. Ainsi, la vraie prose est sans rature. Il faut seulement comprendre que cette exécution inspirée définit la prose artiste, non la prose industrielle, et qu'il y a de l'industrie dans toute œuvre. La rature exprime toujours le travail d'industrie qui compare l'exécution à l'idée, et ce genre de prose est toujours mêlé à l'autre. La prose artiste ne rature donc point, mais plutôt retoucherait seulement en ajoutant et d'après ce qui est fait. Ainsi, ce qui est fait serait modèle pour ce qu'on ajoute, et disons encore que beaucoup ne jugent bien de ce qui est fait que par l'exécution typographique. Balzac, grand architecte de prose, est connu par cette méthode ruineuse pour l'imprimeur, et cela s'accorde avec les principes, car c'est la typographie qui est objet de prose. Et c'est sur le style. Nos pères voulaient appeler modestie non pas tant une disposition du jugement à l'égard des projets, des forces ou de l'opinion d'autrui, qu'un état du corps qui est un genre de politesse et qui figure le repos des passions, en même temps que l'application déliée qui accompagne presque toujours le travail manuel, et que l'assiduité donne aux bons écoliers. Il est d'expérience que l'ambition ou seulement le désir de bien faire éveille un autre genre d'attention tendue et nouée, qui fait que les actions les plus simples sont difficiles et sans grâce. Chacun peut comprendre en réfléchissant là-dessus que la volonté n'a point de prise hors d'une action qu'elle fait, et l'on appelle bien passion cet effort de nous qui nous étrangle et paralyse par l'image vive des obstacles éloignés. J'ai souvent invoqué cette précaution du sage contre les soucis, une seule chose à la fois. Elle est de plus grand secours encore dans l'exécution des œuvres, et peut-être est-elle surtout visible en ces maisons bien des fois agrandies ou consolidées selon les besoins et les ressources, et ornées de même, sans aucun plan ambitieux. Dans ce genre de travaux, où la matière résiste et porte les projets, le troupeau des muscles est assoupli par un mouvement certain, et l'imagination est conduite par la chose, ramenée à la chose. L'œuvre s'accroît enfin par l'œuvre. Tel est le principal de ce que les arts les plus anciens avaient à nous apprendre. Heureux Molière qui écrivait une pièce comme l'artisan creuse une auge ou ajuste les pièces d'une table. Aussi est-il presque sans exemple que les nécessités du métier et la forte résistance de la chose ne fassent pas naître quelque espèce de style en toute œuvre, quand ce ne serait qu'un loquet de porte forgée au marteau. Ainsi, dans le style, deux conditions seraient comprises, la grâce et l'aisance dans l'action, et quelque caractère dans l'œuvre faite, qui est la trace de cette action même. Par ces remarques, on comprend déjà pourquoi les œuvres faites par moyens mécaniques n'ont point de style. Et la cause du mauvais style aussi se découvre sans exception, autant que je puisse savoir. Dans ces œuvres où la matière prend aisément toute forme, et où l'ornement est aussitôt ambitieux, en même temps que l'effort, par un mécanisme infaillible, pèse sans prudence sur l'outil. On comprend peut-être après cela quelle est la difficulté véritable dans les arts qui sont presque sans matière, comme sont la peinture, le dessin et surtout l'art d'écrire. Mais le plus libre de tous les arts est sans doute l'art de la conversation, où l'on n'est même pas retenu par les nécessités de syntaxe, ni par les mouvements de l'écriture. C'est alors par cette dangereuse liberté, par l'attention aussi toujours tournée vers soi, que l'improvisation éveille le tumulte du corps, la tension, la rougeur, les signes dont le résultat serait enfin une sottise, sans mesure et d'amers regrets si la politesse ne limitait d'avance les conversations à des lieux communs, et encore selon une forme convenue. Le style peut être alors dans l'attitude, comme il est déjà dans l'édifice, dans les meubles et dans les costumes, mais l'œuvre parlée n'est rien. D'après cela, on se fait quelque idée de ce que pourrait être une conversation véritable, où chacun inventerait en parlant. La suprême règle de la forme concerne ici le corps. Il est assez clair que l'attention ambitieuse est détournée par cette profonde gymnastique qui est la science des manières,
et que la pensée est réglée par le corps. La vraie modestie se montre ici comme il faut et par ses vraies causes. La Bruyère dit, en d'autres termes, que l'honnête homme ne se pique de rien. Cette belle tenue s'accorde rarement avec des pensées neuves et fortes. Il y a de l'ordinaire dans les idées de l'homme poli. Tel serait donc le style sans contenu. Du moins, nous saisissons ici la modestie dans son attitude, qui, par elle-même, exclut l'emportement et même l'entraînement, annonciateur de sottises. Et je crois que le style est style par ce qu'il annonce, qui est au contraire retenu et attention déliée. Ces remarques sont pour faire entendre que le style, de même que la politesse, ne peut jamais être volontaire ni cherché, mais enferme une improvisation libre que le travail n'imite jamais. Dans les idées du sauvage qui a travaillé seul, je vois souvent une impolitesse qui ne montre pas dans les premières apparences, mais plutôt par l'absence du bonheur d'expression, comme on dit si bien. Il est clair que la vraie culture dans cet art périlleux de la prose a pour fin de conquérir la modestie sans perdre la forme. Allant droit au but, d'après la leçon des arts qui nous sont mieux connus, je conjecture que les travaux de l'esprit ne conduisent à la forme, ou si l'on veut au style, qu'autant qu'ils ressemblent aux travaux manuels, car notre condition humaine est telle par la fabrique de notre corps que seule l'action efface les passions, délivre le cœur et enfin la pensée. C'est pourquoi j'aimerais qu'une école de belles lettres ressemblât toujours à quelque atelier de peintre, où l'on ne médite jamais sans faire. Et cette culture exclut tout à fait, selon mon opinion, ces connaissances que l'on prend en écoutant et que l'on prouve en parlant. Cette méthode ne conviendrait qu'à quelque école d'éloquence, à la mode des anciens, mais l'idée même en est perdue. Toujours est-il qu'à une telle école, on n'apprendrait point l'art de la prose, lequel est bien éloigné de l'éloquence par les moyens, les règles du style et la fin, comme il a été dit. Il faut donc comprendre que par les exercices scolaires qui sont de tradition et que l'on pourrait étendre d'après ces principes, la volonté écolière est ramenée des fins lointaines et des ambitions peu à peu à l'action même. L'assiduité est alors en plaisir elle-même. Et l'action prend toute la pensée et la garde. L'assiduité est alors un plaisir elle-même et l'action prend toute la pensée et la garde comme une bonne terre boit l'eau. Car saisir vaut mieux qu'admirer, mais faire vaut mieux que saisir, et le respect passe ainsi de l'intention au geste comme la piété dans son profond développement. Ainsi se forme pour toute une vie l'écolier de lettres comme l'écolier de peinture. Cette méthode d'écrivain de penser à mesure que la plume écrit, on ne se perd plus dès qu'on l'a assez éprouvé. Car la pensée sans objet est creuse. Et l'objet proche et convenable pour ce genre de pensée que les mots expriment, c'est la langue même. Comme l'architecte construit pierre par pierre, mais nullement sur le papier, et encore moins en rêverie. Ainsi l'écrivain écrit, liant un mot à un mot. Et ce qu'il écrit, c'est sa pensée. Réciter à soi-même avant d'écrire, c'est une méthode d'orateur qui a d'autres règles. Et si l'on ne peut s'en délivrer tout à fait, qu'elle regarde toujours de près les mots qui sont écrits, comme le maçon cherche une pierre convenable, pour joindre à celles qui attendent, comme un mouvement d'éloquence en appelle un autre qui continue ou qui repose par le contraste, d'où naît la pensée oratoire. Ainsi, une ligne de prose, par les mots avec tout leur sens, par les liaisons qui vont toujours au-delà du projet, comme un lait de ciment achève le bloc, par l'équilibre et les échanges avec ceux qui précèdent, dessine déjà ce qui va suivre, et par l'ajustement le fait reconnaître. Car il n'y a qu'une pierre qui convienne, mais le maçon la trouve toujours, par quoi la prose ressemble aux autres œuvres. Toujours autant que l'œuvre est d'artisan, le modèle de l'œuvre est hors de l'œuvre, mais autant que l'œuvre est d'artiste, c'est l'œuvre même qui est le modèle. Enfin, ce qui renvoie à un autre objet est plat, ce qui renvoie à la sagesse de l'auteur est pédant, mais quand l'œuvre répond à elle-même et instruit l'artiste aussi bien, elle est de style alors. Et ce n'est pas par hasard que ce beau mot désigne aussi l'outil pointu qui sculptait autrefois l'écriture. Par ses convenances, la règle prend corps en même temps que le mot trouve sa juste place. Laissons maintenant le ciment durcir, n'y touchons plus. Ce beau mot désigne aussi l'outil pointu qui sculptait autrefois l'écriture.